Et je me disais que si j'avais pas eu le courage de me sortir d'un environnement qui ne me convenait pas pour moi, j'allais le faire pour ma fille. À l'époque, on lit beaucoup quand on est enceinte, voilà, du lien émotionnel que la mère a avec son enfant. Et moi, en train d'être stressée, en train de pleurer, je me disais, oulala, là, c'est même plus moi. C'est aussi mon bébé peut-être, il pleure ou il est stressé. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Tu fais tes études de marketing. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a vraiment plu? Tu as eu ce que t'attendais? Tes études t'ont plu? Donc mes études en marketing à l'ESSEC m'ont énormément plu. J'ai adoré mon passage à l'école. Aujourd'hui, j'ai fait encore partie du réseau ESSEC. Donc j'ai encore une fois beaucoup de reconnaissance pour cette école. Pendant l'année de master spécialisé que j'ai faite, j'ai eu la chance de faire 6 mois de stage pour Mondelez, pour Milka, et de partir une semaine aux États-Unis aussi, faire des découvertes. Donc c'était vraiment une année incroyable et qui m'a donné confiance sur le fait que le marketing pouvait être ma voie. Et donc après ce master que tu as obtenu, quelle a été ta première expérience dans le marketing? Ma première expérience dans le marketing a été chez Häagen-Dazs, les glaces Häagen-Dazs. J'ai travaillé pour eux pendant 2 ans. J'étais en charge des boutiques, à l'époque 75 boutiques en France et en Belgique. Et j'ai adoré l'expérience. Je m'occupais des menus glacés, des créations glacées pour Häagen-Dazs, et aussi de toute la partie publicitaire ou des promotions, les affiches, les menus, les photos des créations, etc. Donc c'était d'un point de vue créatif et effectivement marketing exceptionnel. Et puis j'ai adoré le produit. Donc c'est vrai que ça a joué. J'étais vraiment très épanouie et avec beaucoup de niaque. Après tout ce parcours du combattant, vraiment j'avais beaucoup d'ambition. Parce que là, tu avais quel âge quand tu es rentrée chez eux? J'avais 24 ans quand j'ai commencé en tant que chef de produit marketing chez Häagen-Dazs. Et tu es restée combien de temps chez eux? Je suis restée chez Häagen-Dazs pendant 2 ans. Et donc après ça, combien d'expériences, sans me les expliquer en détail, mais combien d'expériences tu as eu dans le marketing jusqu'au moment où tu t'es dit en fait j'en peux plus, c'est pas fait pour moi, quoi. Donc après mon expérience chez Häagen-Dazs, j'ai changé d'entreprise, toujours dans l'alimentaire, et ça a été ma dernière expérience. Donc au total, j'aurais fait que 4 ans en entreprise. J'ai trouvé ça très peu, mais je pouvais pas faire plus. J'étais choquée parfois de demander aux autres personnes combien d'années vous travaillez, vous avez d'ancienneté, et tout le monde me disait 10 ans, 13 ans, 20 ans. J'avais 3 ans et demi. Je me disais comment il faisait, comment j'allais moi faire pour tenir tant de temps. Donc moi, c'était 4 ans. C'était cette toute dernière entreprise, qui était la dernière pour moi. Pourquoi tu te disais mais je vais jamais tenir 10 ans? Je me disais que j'allais jamais tenir 10 ans parce que j'ai cumulé pas mal d'anecdotes qui m'ont choquée. Exemple, je vais au Mexique, j'achète des bonbons mexicains, je reviens en France et je les partage aux collègues, et ma N+1 me dit qu'on n'est pas des amis au bureau et que je n'ai pas ramené des bonbons, etc. Ok, donc choc, premier choc. Un autre choc, c'était une fois ma mère, elle devait se faire opérer. Comme je disais, j'ai pas de frères et sœurs. Bref, j'ai été la personne qui devait signer et qui devait l'accompagner pendant son opération. C'était assez urgent. J'ai dû pleurer. Ma N+1 a dû pleurer auprès de ma N+2 pour qu'on me laisse 5 jours de congé. Du coup, le week-end, je suis allée à Mexico. Elle s'est fait opérer. Je l'ai ramenée chez elle. Et puis le week-end d'après, je revenais. Là aussi, c'était très dur pour moi de me rendre compte à quel point je me disais, j'ai pas les chaînes, mais si, je me sentais vraiment esclave, très prisonnière. Après, on est tous logés à la même enseigne, mais ça m'avait vraiment beaucoup marqué de ne pas pouvoir être présente auprès de ma mère pour un problème de santé, de devoir pleurer pour avoir 5 jours. Ça aussi, c'était dur. Et puis,
Une anecdote forte aussi, c'était une de mes managers qui était licenciée pour harcèlement moral envers moi, alors que j'avais pas la force à l'époque même de me plaindre. Ce sont mes collègues qui sont allés voir la RH pour dire comment ma chef me traitait et qui était licenciée. Tout ce temps, voilà, tout ça, en 4 ans, j'ai halluciné. J'étais choquée. Et qu'est-ce qu'elle te faisait, ta chef, si c'est pas trop... Non. Par exemple, quand je me rapprochais d'elle, elle avait un foulard et elle le mettait sur son nez, comme si je sentais mauvais. Bien sûr que non. Justement, en plus, elle faisait ça. Je faisais attention. Voilà, ça n'avait aucun sens. Mais juste pour gêner. Ou par exemple, en marketing, on me demandait à ramener 2 affiches, A et B. J'arrivais et elle me disait, je m'en fous. Choisis ce que tu veux, je m'en fous. Ça me faisait pas avancer non plus même dans le travail, c'était compliqué. Et le typique, on est 5, on dit bonjour aux 4 et toi non. Toi, je te dis pas bonjour, comme ça, toi, tu sais que je t'aime pas ou je ne sais pas. Donc, plein de petites anecdotes comme ça, ou à m'interrompre quand je parlais. Mais ce n'est pas de sa faute, à 100% en tout cas. Je sais que j'ai joué ma belle part là-dedans. Je n'osais pas dire non. Je voulais tellement plaire, je voulais tellement être cette bonne élève, comme depuis le démarrage dans ma vie, que j'étais prête à... Je me posais des questions du type comment il faut que je m'habille, comment il faut que je parle, comment rédiger mes mails pour ne vexer personne, quelle opinion donner. Vraiment, authenticité zéro, parce que je voulais plaire. À tout prix, je voulais performer, exceller, être bien vue... au prix de ma dignité, au prix de mon essence, au prix de ma personnalité. Donc voilà, j'ai aussi été la victime toute prête. T'as jamais eu d'explication de pourquoi est-ce qu'elle t'a pris pour cible, toi spécifiquement? Non, la personne qui était dans mon poste avant moi, elle se plaignait aussi de ça. Mais encore une fois, je pense que quand soi-même on s'aimait, parce que je me mettais dans cette posture de soumission, de dire oui, je pense que ça donne du ful à quelqu'un. Voilà, pour être aussi autoritaire, si j'avais marqué mes limites, si j'avais osé dire non, si j'avais fait ce qu'une personne avec une estime d'elle-même a, je pense que ça ne serait pas passé pareil. Ou en tout cas, je serais partie plus tôt, par exemple. Donc, j'ai beaucoup alimenté cette relation-là aussi. Et malgré le fait que ta chef se fasse licencier, ça n'a pas amélioré ton expérience dans le marketing? Tu te sentais toujours aussi mal malgré qu'elle soit plus là? Quand elle est partie, je suis restée encore un peu de temps et puis j'ai voulu chercher une augmentation de salaire, principalement. Et c'est pourquoi j'ai changé d'entreprise, pour chercher une augmentation de salaire. Et quand j'ai changé, bien sûr que j'avais l'envie que ça fonctionne bien, mais ça ne fonctionnait pas encore bien. Et c'est de là naît ma frustration de me dire, mais j'ai fait tout ce que je peux et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée au développement personnel parce que j'étais de l'idée que les personnes n'ont pas à changer, que c'est moi qui dois changer, c'est moi qui dois me développer, c'est moi qui dois faire l'effort pour que ça se passe bien. J'y reviendrai après. Tu nous as donné des anecdotes de pourquoi est-ce que ça n'allait pas, mais toi, comment tu te sentais? Tu pleurais beaucoup, tu n'avais pas envie d'aller au travail Comment ça se passait dans ta tête? Dans ma tête, pendant que j'étais dans ces 4 années en entreprise, je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Parce que je me disais, j'ai quand même eu des bourses, j'étais censée être quelqu'un, qui sait réfléchir. Pourquoi j'arrive pas à avoir des augmentations? Pourquoi au niveau des relations, alors que en dehors du travail, ça se passait très bien. J'étais par exemple présidente d'une ONG et les week-ends, c'était juste génial, c'était ma bouffée d'oxygène d'être ailleurs, ça se passait bien. Pourquoi au travail, ce n'était pas simple, ce n'était pas fluide, j'avais l'impression d'être toujours à contre-courant. C'était l'incompréhension totale. J'ai fait du mieux que je pouvais, mais je n'arrivais pas à m'intégrer, je n'arrivais pas à performer comme les autres. Incompréhension totale et non, je ne pleurais pas tous les jours, mais quand il y avait des anecdotes, oui, comme celle de ma mère, oui, j'ai pleuré ou j'ai pas pu me rendre pour son opération, ou quand on me faisait des remarques là comme les bonbons, on n'est pas des amis. Non, je pleurais pas, mais j'étais beaucoup choquée. Enfin, il y a pas mal de choses que je ne comprenais pas. Et l'élément déclencheur, ça a été quand tu es tombée enceinte, où tu t'es dit là, il faut que je change de vie. Est-ce que tu peux m'expliquer?
Oui, l'élément déclencheur pour moi, c'était la naissance de ma fille parce que j'étais enceinte. Je sortais d'une réunion avec ma manager et encore une fois, le PowerPoint n'allait pas ou peu importe. Et j'ai commencé à pleurer, je m'étais isolée dans une salle. Je me rappelle de cette salle comme si c'était hier et je me disais que si j'avais pas eu le courage de me sortir d'un environnement qui ne me convenait pas pour moi, j'allais le faire pour ma fille. À l'époque, on lit beaucoup quand on est enceinte, voilà, du lien émotionnel que la mère a avec son enfant. Et moi, en train d'être stressée, en train de pleurer, je me disais, ouh là, c'est même plus moi. C'est aussi mon bébé peut-être, il pleure ou il est stressé, ou hors des questions de faire une fausse couche pour un PowerPoint. Là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase et je me suis dit, voilà, si j'ai pas eu la force pour moi, c'est sûr que j'ai la force pour ma fille. Donc, ça, c'était le point de non-retour et qui m'a fait envisager la suite de ma carrière autrement. Et c'est là que le coaching m'a paru un bon cadeau à me faire. Je ne voulais pas être coach, mais je me rappelle avoir vu la table des matières que j'allais voir dans la formation de coaching et je me suis dit que je ne pouvais pas mourir en ne sachant pas tout ce qui était là-dedans. La gestion des émotions, la gestion du temps, l'assertivité, bref, plein de sujets qui à l'époque, j'en avais besoin. Donc, quand j'ai décidé de faire mon école de coaching, je n'avais pas forcément pour ambition de vouloir devenir coach. Je voulais apprendre. Apprendre ça, c'était un cadeau un peu cher, 6 800 € que je me suis offert pour pouvoir apprendre tout ce qui, pour moi, n'allait pas dans mon job et qui allait pouvoir m'aider. Et donc, tu apprenais à côté de ton travail? Exactement. Donc, je faisais des téléformations le mardi soir et certains jours de présentiel, vendredi, samedi, dimanche. Donc, j'ai dû poser 3-4 jours. Donc, personne n'a su que je faisais ça en parallèle de mon travail. Et puis, j'ai commencé à coacher certaines personnes entre midi et 2 ou le soir. Donc, vraiment, j'ai réussi à gérer en parallèle et mon job dans le marketing et ma formation en tant que coach et mes premiers clients. Et c'était un peu ta bouffée d'oxygène, ces cours de coaching quand ça allait pas? Et ces cours de coaching, c'était plus qu'une bouffée d'oxygène. Je me sentais enfin comme le poisson qui est vraiment dans l'eau. Je donne souvent cette métaphore d'être le poisson qui essaye de grimper un arbre et qui comprend pas pourquoi les chats ils montent si vite, si bien, alors que moi je m'efforçais tellement. Quand j'étais dans cette école de coaching, j'ai senti enfin que j'étais ce poisson qui était avec d'autres poissons et qui partageaient les mêmes valeurs, qui mettaient des rondeurs quand ils parlaient. Voilà, je me suis dit, j'ai trouvé d'autres extraterrestres comme moi. Je me sentais enfin comprise, à ma place, à l'aise, sereine, chose que je ne retrouvais pas dans d'autres environnements. Qu'est-ce qui te plaisait en fait dans le fait de coacher? Qu'est-ce qui t'a plu dans ces cours Ce qui m'a plu dans les cours de coaching, c'est, je pense, de pouvoir à nouveau avoir quelque part le contrôle. Pendant longtemps, j'avais l'impression de ne pas avoir le contrôle sur ma vie, de subir ma vie professionnelle, de subir mes relations. Et avec le coaching, j'ai, sorti un petit peu de mon ignorance pour reprendre conscience que j'avais bien sûr une partie sur laquelle je n'avais pas de contrôle, mais qu'il y avait une autre partie qui m'appartenait pour faire des changements dans ma vie, pour construire des relations saines, pour apprendre à être assertif, pour apprendre à mieux gérer mon temps, pour apprendre à prendre des meilleures décisions pour ma vie. Donc pour moi, c'était très très important. Je l'ai d'abord appliqué en moi. Je pense que c'est important de vivre sa propre transformation pour pouvoir ensuite connecter avec des personnes qui ne l'ont pas encore faite et pouvoir partager ça. Au bout d'1 an et demi de formation de coach, tu as décidé de complètement arrêter ton job parce que ça allait pas quand tu es tombée enceinte? J'ai décidé d'arrêter mon job dans le marketing parce que je me sentais toujours pas à ma place, toujours pas épanouie. En plus, le fait d'être enceinte, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et je me suis dit que j'allais justement négocier une rupture conventionnelle en parallèle de mon congé maternité pour pouvoir prendre mon envol et développer mon business par la suite. Tu décides donc tu finis ta formation en coaching. Déjà, explique-moi ça et qu'est-ce que tu fais après? Donc, j'ai fini ma formation de coaching. Ce qui était génial déjà avec cette formation, c'est que pour pouvoir être certifié, il fallait avoir 10 clients, 10 contrats payants. C'est pas toutes les écoles qui demandent d'avoir des vrais clients pour être certifié. Et c'est ça qui m'a permis de
très vite comprendre que le coaching n'est pas juste une expertise technique, mais qu'il y a aussi ce volet business, marketing, vente qui est important de développer, d'entrepreneur tout simplement. Donc ça, c'était top. Et suite à la fin du coaching, je me suis laissée quand même presque un an pour être à 100% avec ma fille, où voilà, c'était une parenthèse enchantée. Je voulais être à 100% avec elle, faire des cours, bébé, maman, yoga, bref. Donc c'était une année comme ça. Et quand elle a eu un an, c'est là où mon business a vraiment décollé. Je me suis fait accompagner par un mentor en business et que je remercierai jamais assez parce que il m'a permis de voir qu'il est possible de faire ce qu'on aime et d'avoir le confort de vie et financier que l'on veut en faisant ce qu'on aime. Chose que pour moi c'était impossible. Pour moi, en ayant un bac plus 7, école d'ingénieur, école de commerce, le fait de me reconvertir en coach, pour moi, ça allait forcément être moins bien d'un point de vue financier, d'un point de vue statut social, j'allais régresser. Donc, pour moi, j'allais régresser dans la société et dans mes revenus. Et finalement, pas du tout. Donc, c'est très important, je pense, de se faire accompagner d'un point de vue business aussi pour bien vivre de son activité. Tu avais peur de régresser parce que tu avais toujours cette idée de il faut toujours que je sois la meilleure, au plus haut, comme tu as toujours eu tout au long de ta vie, d'être la première de la classe. Pourquoi tu avais cette peur comme ça de régresser? Ce qui me faisait le plus peur, c'était d'un point de vue financier. À l'époque, j'avais 4 ans d'ancienneté, je gagnais pratiquement entre 2 800 et 3 000 euros net, ce qui pour moi était très bien pour 4 ans d'ancienneté. Et je me rappelle avoir fait des calculs en me disant, bon, en tant que coach, il va falloir que je travaille plus de 24 heures par jour pour pouvoir avoir le même revenu. Et ça me posait problème parce que j'avais des projets de liberté financière, d'investissement immobilier. Enfin, j'avais 24 ans, j'avais envie de voyager, de construire une famille, enfin des projets qui requièrent de l'argent. Et c'était ça, je pense, ma principale peur. C'est vrai aussi que j'avais peur du regard des autres, de la société, d'autant plus qu'en France, c'est très apprécié ou bien vu d'avoir un diplôme d'ingénieur et en plus avec la double compétence pour avoir également été diplômé d'une école de commerce. Donc, d'un point de vue regard de la société et statut, c'était très bien, alors que être coach, je pense que c'est moins bien vu parce que les études sont plus courtes, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est être coach, parce qu'il y a peut-être des arnaques. Donc bref, c'est pas le même regard. Et bref, je voulais aussi être bien vue, mais c'était la deuxième peur. Donc au début, quand tu t'es mise à plein temps là-dedans, t'avais du coup peur, t'étais pas totalement à l'aise. Complètement. Quand on fait une reconversion et quand j'ai fait de la mienne, je pense que les principales peurs, c'est la peur de l'échec, la peur d'échouer, de se tromper des voies. Parce que je me disais, à la base, personne m'a mis un pistolet ni pour être ingénieur, ni pour être dans le marketing. Je l'ai décidé. Là, je suis en train de faire un nouveau choix qui me dit que dans 3 ans ou 5 ans, rebelote, ça me convient pas. J'ai peur de me tromper encore. Donc peur de l'échec, peur de l'inconnu, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas combien je vais gagner, je connais personne dans le domaine. Peur financière, je me disais que j'allais forcément régresser au niveau de mes revenus et peur du regard des autres. Donc oui, des peurs, on en avait. Et tu as retiré ces peurs de ton esprit grâce à ce mentor ou grâce à d'autres choses avec le temps Souvent on me dit, c'est très courageux, tu as quitté ce monde pour suivre tes rêves. Ce n'est pas du courage, c'est de la survie. Quand on arrive à un point de oser changer de voie, d'oser explorer les possibilités, je pense qu'il y a certaines personnes pour qui on peut parler, je ne sais pas si de courage ou ils ont assez de force. Dans mon cas, c'était pas ça. J'avais touché le fond de la piscine. Je ne pouvais que remonter. Je ne pouvais que changer. À partir de quand tu t'es dit non mais là c'est bon, je suis à ma place, je sais que je me suis pas trompée? Quand j'ai commencé à avoir mes premiers clients, c'est là que les choses sont vraiment devenues concrètes. J'ai commencé à avoir des revenus. Les tâches que je faisais étaient faciles, contrairement à avant où j'avais l'impression d'être à contre-courant, de ne pas être compétente. Là, c'était facile. C'était facile pour moi de voir chez les autres leur potentiel, de transformer aussi leurs limitations, d'avoir des bons résultats. Disons que le puzzle est vraiment rentré dans l'ordre et ça m'a reconforté sur le fait que oui, j'étais vraiment à ma place. Et c'est pas qu'une question de job.
aussi, ce job-là me donnait la liberté, la souplesse que je voulais aussi par rapport à ma vie personnelle. Ce n'est pas juste les tâches en tant que coach qui m'allaient, c'était le style de vie que ce métier m'apportait pour ma vie perso aussi. Et quel était ton projet professionnel exactement à ce moment-là? Tu voulais déjà créer un... Parce qu'aujourd'hui, t'es coach, mais t'es responsable d'une société ou t'en as plusieurs. T'avais déjà ce projet-là en tête à ce moment-là? C'était quoi ton projet quand t'as commencé? Quand j'ai commencé, je savais que je voulais travailler dans la reconversion professionnelle. De par mes expériences, je me suis posé la question en quoi je suis le plus légitime et qu'est-ce qui me touche le plus émotionnellement. Et clairement, c'était la reconversion professionnelle. Donc très vite, je suis allée dans ce sens et surtout en me spécialisant dans la reconversion des cadres, des ingénieurs, des personnes qui ont fait des études en grande école de commerce et d'ingénieurs parce que c'était mon parcours. Donc ça, c'était clair. Maintenant, non, je n'avais pas du tout idée que ça allait se développer comme ça l'a fait. J'ai commencé en étant coach, en one-to-one, en individuel. Et puis, très rapidement, j'ai eu besoin d'une équipe, justement parce que je me suis dit que je ne voulais travailler plus de 5 heures par jour. Donc, très vite, ces 5 heures ont été remplies et j'ai eu besoin d'aide pour garder le même équilibre de vie. Travailler la moitié de la journée et l'autre moitié la passer pour dédier à moi, à ma fille, à ma famille. Donc ça aussi, c'était une résolution que je m'étais dite en changeant de métier, puisque là, c'est une activité où je suis libre de décider de mes horaires. Je décide que je travaille 5 heures par jour, pas plus. Peut-être que ça me prendra plus de temps de la développer, mais c'est comme ça. Actuellement, où en est ton activité et quels sont tes projets pour l'avenir en tant que coach? Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être coach carrière pour pas mal d'écoles d'ingénieurs et de commerce. Donc finalement, je retourne à là où tout a commencé. Je suis coach carrière de l'INSA, de l'ESSEC, HEC, Uniagro, bref, pas mal d'écoles d'ingénieurs et de commerce. Je donne des conférences pour les diplômés de ces écoles. Je suis également coach certifié de déviation. Et aujourd'hui, experte en reconversion professionnelle des cadres, des ingénieurs. J'ai accompagné plus de 120 cadres à trouver le métier qui leur correspond, à passer à l'action. Ce qui est top aussi, c'est qu'avec ces années d'ancienneté, j'arrive à vraiment voir la concrétisation de ces personnes que je peux accompagner. J'ai une petite équipe avec 3 coachs que j'adore, une personne qui m'aide sur la partie des ventes, du marketing. Donc c'est vrai que ça s'est pas mal développé. Et mes projets d'avenir, c'est de continuer à passer le message que ce n'est pas normal de subir sa vie professionnelle. Ce n'est pas OK de pleurer, d'avoir des symptômes physiques, émotionnels, parce que tout le monde se plaint, parce que tout le monde y va, parce que c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Et je pense qu'on se doit, par amour-propre, au moins, d'explorer les possibilités. Quand on explore les possibilités, on ne démissionne pas, on n'a pas besoin d'en parler, ni à sa hiérarchie, ni à ses proches, mais au moins pour soi-même, essayer d'explorer le champ des possibles pour se dire « j'ai envie de rester » ou peut-être qu'un autre environnement est meilleur pour moi. Voilà, donc c'est aujourd'hui ça mon message et ça ne change pas. Et dans plusieurs années, idéalement, où est-ce que tu te vois, personnellement et professionnellement? Dans plusieurs années, mon rêve est d'être toujours connectée à cette mission, à ces émotions qui m'ont fait choisir cette voie. Parce qu'elle est là ma force, dans le fait de l'avoir vécu, dans le fait d'avoir cette connexion émotionnelle avec mes clients parce qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Et toujours en capitalisant quelque part sur mon don ou ma force, qui est de voir le potentiel des personnes. Je crois que depuis que je suis petite, pour moi c'est très facile de voir le potentiel, le talent, la lumière des personnes. Et je pense que quand on est dans une situation de manque d'épanouissement professionnel, de manque de confiance, parfois c'est exactement de ça dont on a besoin. De quelqu'un qui croit en nous, en commençant bien sûr par nous-mêmes, mais qui croit en nous, qui nous pousse à l'action pour nous rappeler que ce n'est pas normal de subir sa vie comme ça et qu'on a le choix. Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies, Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdeviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation,
raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.